Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo4, votre émission d'information locale et régionale. Voici la programmation pour notre édition du 25 mai. Les campagnes estivales de l'organisme La Ressource, le temps d'utilisation des écrans chez les tout-petits, un réseau de conseillers en innovation, un espace communautaire à Bonaventure, le recyclage, toujours de la place pour s'améliorer. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Nous allons débuter avec Mme Thérèse Sirois, directrice de la ressource d'aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et les îles. Elle nous présente leur campagne de financement estival. Madame Sirois, est-ce que vous pourriez me faire un petit rappel sur le rôle de votre organisme, La Ressource? Oui, en fait, La Ressource est un organisme qui vient en aide aux personnes handicapées, comme notre grand nom le dit. Et on est sur tout le territoire du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles-de-la-Madeleine. On est là pour venir en aide aux personnes pour tout ce qui est inclusion sociale, défense de droits, de l'aide technique de l'aide financière pour des besoins techniques, pour des besoins spéciaux, des camps d'été, du répit. On a de la gestion de quelques programmes aussi là, en collaboration avec le réseau de la santé et différents paliers gouvernementaux. Donc, on est vraiment là pour essayer de s'adapter le plus possible aux besoins des gens, plutôt que que les gens aient à cadrer, à être dans quelque chose de très rigide. Parfois, on sait, il existe déjà des programmes au gouvernement qui sont gérés dans des cadres très stricts, oui, on peut dire ça. Tandis que nous, ce qu'on veut, c'est que la personne puisse demeurer chez elle le plus longtemps possible, continuer sa vie sociale, pouvoir travailler, pouvoir étudier, puis on trouve le moyen pour arriver à faire tout ça. Quand on parle de personnes handicapées, est-ce que c'est seulement pour les handicapés physiques? C'est toute forme de handicap, de la naissance. Je dis souvent, moi, mon exemple, c'est la naissance au tombeau, mais c'est vraiment ça. Fait que quand les gens sont reconnus comme étant des personnes handicapées, pas nécessairement parce que c'est très confondant. En vieillissant, on perd de la mobilité, mais c'est vraiment le statut de personne handicapée, mais toute forme de handicap. Vous couvrez le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, les îles. Ça doit y avoir des défis à couvrir un si grand territoire, hein? Des grands défis, aussi grands que le territoire, je dirais. Ça prend vraiment, tu sais, nous, dans les dernières années, on a beaucoup appris à travailler en Teams, Internet et tout ça. Mais La Ressource, on avait déjà développé ce réflexe-là depuis longtemps parce que financièrement, on peut pas se permettre d'avoir des 3-4 employés par bureau. Ce serait le monde idéal, mais on peut pas faire ça. Ce qui est prioritaire pour nous, c'est de pouvoir donner du service aux membres. Fait qu'on travaille beaucoup en collaboration avec les intervenants du réseau de la santé, en exemple, qui sont toujours nos référents, qui, quand les gens ont des besoins, c'est avec eux, par eux qui doivent passer. Fait que c'est souvent, tout ça se fait par courriel, par téléphone et tout ça. Fait qu'on essaie de faciliter la chose, mais c'est sûr que c'est toujours un grand défi. Savez-vous à peu près combien vous recevez de demandes par année? Bien, si on regarde du côté de la Gaspésie, c'est au-delà de 200 quelques demandes qui ont été répondues, même un peu plus l'année passée. Puis là, on parle de demandes, mettons, d'un dossier qui vient d'une thérapeute, qui a un besoin financier qui est rattaché ou quelque chose comme ça, mais il y a aussi toutes les autres formes de demandes au niveau de l'information. Les gens, des fois, ils connaissent pas, ils savent pas. Quand on a un enfant, on apprend qu'on a un enfant handicapé ou quand on apprend que nous, on va vivre avec un handicap suite à une maladie ou quelque chose comme ça, on connaît pas nécessairement tous les programmes qui existent et tout ça. Fait que cette information, on la transmet aussi. Avec toutes ces demandes-là, ça prend du financement. Vous avez une loterie qui va sortir bientôt? Oui, c'est ça. Entre autres, La Ressource a 4 grandes activités de financement. Une qui va commencer bientôt, du 1er juin au 26 septembre, c'est notre loterie régionale. D'ailleurs, notre prix principal est en collaboration avec les Rio-Hôtels. Ça va être un hébergement là, sur 3 jours, déjeuner et souper inclus là, pour faire le tour de la Gaspésie. Ensuite, il y a un ordinateur portable, il y a un fumoir qui est là aussi. Il y a une carte de crédit prépayé de 500 $. Fait que ça, les gens peuvent s'en procurer, soit via notre site Internet, soit les membres de La Ressource. Il y en a plusieurs qui nous donnent un coup de main pour la vente. On essaie de trouver des endroits pour faire des kiosques aussi pour pouvoir l'offrir aux gens. Puis sinon, les gens peuvent nous contacter là, au bureau directement pour acheter leurs billets.
Puis le grand tirage, ça va être quelle date? Le 26 septembre. Il y a une journée spéciale là, qui s'en vient au mois de juin, le bis glacé. C'est quoi ça? C'est ça, c'est nouveau. C'est notre troisième année qu'on est là. Puis là aussi, c'est surtout le territoire. C'est un des défis aussi de trouver des activités qui se passent partout sur le territoire en même temps. Fait que le bis glacé, lui, c'est vraiment ça. Il y a plein de bars laitiers, de petites cantines et tout ça là, qui embarquent avec nous cette journée-là. Ça va être dans le week-end du 14 juin. Les gens sont invités à aller manger un cornet, puis il y a $1 par cornet de vendu qui va être remis à la ressource lors de cette fin de semaine-là. Fait que c'est vraiment une belle activité qui ne demande pas trop d'organisation. Je le disais tout à l'heure, on n'a pas une si grande équipe. Fait qu'il faut essayer de trouver, il faut être efficace avec le personnel qu'on n'est pas dans un grand effectif, puis qui rapporte, mais qui fait aussi connaître la ressource, puis qui fait aussi parler de ce qu'on offre comme service, puis que les personnes handicapées puissent en profiter. Quel genre de commentaires vous avez reçus des personnes handicapées qui ont bénéficié de vos services? Bien, je vous dirais que les commentaires, c'est vraiment merci d'être là. Merci de nous donner, tu sais, le plus qui nous manque, mettons dans le réseau, qui manque pour que la personne puisse demeurer chez elle ou qui va manquer à la personne pour acheter son équipement. Je parlais tout à l'heure des programmes qui sont offerts par le gouvernement, mais parfois ça va défrayer une partie de l'équipement ou une partie de l'adaptation de domicile, exemple, mais ça défrayera jamais en totalité. Fait qu'à ce moment-là, puis les gens, on sait, les personnes handicapées, c'est pas nos mieux nantis, malheureusement, dans nos régions, hein, on le sait bien. Fait que la ressource, ça vient donner le petit coup de main de plus, le petit plus à la personne pour qu'il puisse soit aller à son activité, soit à son camp de vacances, permettre aux parents, aux familles d'avoir un peu de répit, de pouvoir se ressourcer un peu, là. Pour tous les parents qui s'interrogent sur le temps d'exposition des écrans chez les tout-petits, la directrice de Naître et Grandir, Geneviève Doré, va vous éclairer sur le sujet. Bonjour, Madame Doré. Bonjour! Selon les recommandations des experts, combien de temps devrait passer un enfant devant un écran? Ah, le fameux temps d'écran, hein, c'est pas évident. Donc, avant 2 ans, idéalement, c'est pas d'écran du tout. Oui, je sais, c'est épouvantable, mais on peut faire un coucou à mamie sur FaceTime, évidemment. Parce qu'à cet âge-là, le cerveau des tout-petits se développe à la vitesse grand V. Puis ce dont les enfants ont le plus besoin avant 2 ans, c'est d'interagir avec le monde réel. Donc, de jouer, explorer, toucher, goûter, d'être avec vous. Fait que tout le temps que les enfants, puis là-dessus, il y a les 2 siestes, tout le temps que les enfants vont passer, par exemple, sur des écrans, mais c'est du temps qu'ils ne sont pas en train de faire des apprentissages. Puis il n'y a déjà pas beaucoup de temps dans la journée. Donc, c'est pour ça, pas d'écran du tout. Mais je sais que ce n'est pas facile à faire. Entre 2 et 5 ans, c'est recommandé de limiter à 1 heure par jour et de privilégier des contenus de qualité éducatifs et même dans l'idéal, de les regarder avec un adulte ou un autre parent. Là. Parce que regarder une émission ensemble puis en parler ensuite, là, c'est tout de suite plus enrichissant que si on laisse l'enfant seul devant l'écran. Là. Donc, je répète, l'idée derrière ces recommandations, c'est pas de culpabiliser les parents, on fait tous de notre mieux, mais plutôt vraiment de rappeler que les tout-petits apprennent en bougeant, en jouant, en interagissant avec leur entourage. Là. Quel genre de conséquences ça peut engendrer une trop grande exposition aux écrans chaque jour? Bien, plus un enfant passe du temps devant un écran durant une journée, moins il en reste pour jouer et parler avec les autres. Puis c'est pour ça, c'est comme ça que l'enfant va le mieux se développer. Donc, si on met trop de temps là, justement devant les écrans, ben moins il en passe à discuter avec ses parents, ses frères et sœurs ou même son toutou. Donc, il va avoir un impact au niveau du développement du langage. Il pourrait avoir un impact aussi au niveau du sommeil, hein, parce que les écrans, il y a de la lumière bleue qui va chambouler l'horloge interne de l'enfant. C'est pour ça qu'on dit pas d'écran au moins 1 heure avant de se coucher, parce qu'on veut pas non plus qu'il nous réveille plus tôt le matin, hein, si on veut. on s'entend que personne ne veut ça. Les habiletés sociales aussi, interagir avec un écran, c'est pas la même chose qu'interagir avec une personne, hein, apprendre à décoder les expressions faciales, attendre son tour dans une conversation, gérer ses émotions. Ça s'apprend pas en regardant des vidéos, tu sais. Fait que, bref, en fait, trop d'écran, ça complique un peu le développement des enfants. C'est pour ça, là, vraiment, que ces recommandations-là que la Société canadienne de pédiatrie, là, c'est pas Naître et Grandir là, qui les a mis en place, hein, soit du temps passant.
Auriez-vous des conseils pour limiter l'usage des écrans à la maison? Oui, en fait, tu sais, comment on fait justement pour trouver l'équilibre hein, là-dedans. Donc, dès que l'enfant là, va commencer à les utiliser, c'est plus facile de mettre des règles dès le départ, hein, parce que si on essaye de faire des règles quand l'enfant va être plus grand, ben là, c'est plus difficile. Donc, les règles dès le départ, d'être près de notre enfant quand il joue à un jeu ou regarde une vidéo, une émission de télévision, là, plutôt que de le laisser tout seul pour qu'on en discute puis qu'on puisse justement faire des apprentissages ou répondre à ses questions. D'éteindre la télévision hein, quand personne ne la regarde parce que le bruit de fond constant, ça nuit aux apprentissages des enfants. On mange évidemment pas de télévision, pas d'écran pour favoriser justement les échanges en famille. Hein. Les écrans, c'est souvent associé aussi à une prise de poids parce que quand on se concentre sur qu'est-ce qu'on est en train d'écouter, ben on regarde pas qu'est-ce qu'on est en train de manger, on mange un peu comme automatiquement, puis on est moins à l'écoute de nos signaux de satiété. On va manger vraiment comme un petit robot. Si on les range aussi quand on s'en sert pas, hein, c'est moins tentant. Tu sais. On va pas aussi donner l'écran à un enfant pour le calmer. Hein. Ça, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc, on va essayer plutôt de l'aider à nommer ses émotions, de s'accroupir à son niveau, de le consoler. Tu sais, un enfant qui a une réaction, l'écran n'est pas ne devrait pas devenir comme une suce ou un doudou. Là. Donc, des règles claires, cohérentes, hein, pas d'écran, par exemple, le matin avant la garderie, pas d'écran avant le souper, pas d'écran au repas ou bien à l'heure du coucher. C'est parce que c'est d'excellents moments pour interagir avec l'enfant. C'est plus facile aussi d'éloigner les enfants si on leur propose autre chose qui les captive, dire, bon, OK, on va jouer à cache-cache, on va lire une histoire, on va cuisiner ensemble. Puis, en terminant, je vous dirais que le plus dur, hein, c'est d'être nous-mêmes un bon modèle. Tu sais. Donc, de limiter nous-mêmes notre propre utilisation des écrans. Donc, on essaye d'éviter d'allumer un écran dès qu'on a un moment de libre ou de consulter un écran quand on fait une activité avec notre enfant ou de sortir notre téléphone dès qu'on est dans une file, par exemple, à l'épicerie. Donc, en lui montrant là, que nous aussi, on peut être parce que c'est pas plus facile hein, pour nous. Quand notre enfant, des fois, nous parle, on a l'écran entre les yeux. Ça, on appelle ça de la technoférence. Donc, l'écran devient une interférence entre notre enfant et nous. Donc, même si les écrans font partie du quotidien, là, on essaie de fixer des limites claires à notre enfant pour qu'il y ait suffisamment de temps pour consacrer à d'autres activités. L'activité physique, son alimentation, son sommeil, il va être plus efficace là, que si on fait du contenu sur les écrans avec notre enfant. En résumé, c'est un petit peu ça, mais c'est tout un défi, les écrans. Effectivement, oui. Oui. C'est très intéressant, Madame Doré. Merci beaucoup pour les informations. Saviez-vous qu'il existe un réseau de conseillers en innovation dans notre région? Laurent-David Beaulieu, chargé de projet à l'ERA Gaspésie, nous renseigne. Laurent David, c'est quoi au juste le réseau de conseillers en innovation de la Gaspésie? Oui, dans le fond, en Gaspésie, on a la chance d'avoir un réseau de conseillers et de conseillères en innovation. Ça, c'est le Conseil de l'innovation du Québec qui a mis ça en place dans les dernières années. Et ça nous a permis de former environ 15 personnes là, sur le territoire pour aider les entreprises dans leurs projets d'innovation. Donc, ça fait des ressources un peu partout dans toutes les MRC de la Gaspésie qui sont prêtes à répondre aux entreprises dans leurs différents projets. Cette équipe de conseillers-là, ça s'adresse aux entreprises de quel domaine? Oui, donc c'est pour les conseillers en innovation sont là pour tous les types d'entreprises, tous les domaines. Donc, dès qu'on a une idée, dès qu'on a un enjeu à régler là, dans notre entreprise, s'il nous manque, des fois, ça peut être une technologie, un logiciel, un équipement, etc., ou qu'on aurait une idée qu'on voudrait mettre en place, on peut contacter le réseau de conseillers et de conseillères en innovation. Et nous, on va être là pour faire un aiguillage. Donc, on va aider les entreprises à être aiguillées vers des bonnes ressources, que ce soit pour du conseil, du financement, de l'aide technique ou même pour des activités de réseautage.
pourquoi c'est important d'innover pour les entreprises? Oui, ben avec tout ce qu'on voit là, ces temps-ci dans les nouvelles, puis à chaque année, on dirait que c'est ça. Il y a toujours une bonne raison d'innover. Là, en ce moment, il y a beaucoup de pression pour diminuer les coûts de production des entreprises, avoir des nouvelles idées, être capable de s'alimenter peut-être un petit peu plus, que ce soit en produits ou en services au Québec ou au Canada. Donc, on a tout le temps une bonne raison d'essayer de résoudre un nouveau problème technique, de réduire nos coûts de production pour offrir un service ou un produit de qualité, dans le fond, aux différents consommateurs qui vont être intéressés à se le procurer. Les conseillers en innovation, ils travaillent dans quel domaine? Oui, donc on a les conseillers, ils vont être dans les MRC, entre autres, là, donc les municipalités régionales de comté. Dans chaque MRC, il va en avoir au moins un ou une. Il y en a aussi dans les centres de transfert de technologie, les CCTT, donc Mérinov, par exemple, un conseiller aussi. Chez Tourisme Gaspésie aussi, on a un conseiller. Et nous, à l'ERAC Gaspésie, donc toute l'équipe, là, les 6, nous sommes tous formés aussi pour être conseillers en innovation. Comment ça fonctionne si on voudrait avoir l'aide d'un conseiller? Oui, donc ben, vous pouvez justement passer par directement votre MRC, passer par la plateforme Ici on innove du Conseil de l'innovation, donc qui nous permet de faire une demande qui va être centralisée, qui va être ensuite redistribuée dans la bonne MRC, dépendant où est-ce que notre entreprise est. Donc on est capable de passer par là aussi, ou vous contactez l'ERAC Gaspésie aussi, là, à info@eracgaspésie.com, là, et on va être là pour répondre aussi. Mais dans le fond, il ne faut pas se gêner de nous contacter. Le service est vraiment assez gratuit. C'est le ministère de l'Économie et de l'Innovation qui a mis ça en place, qui a financé le Conseil de l'innovation pour avoir un parcours de formation très précis pour aider les acteurs sur le terrain, donc tous ceux que j'ai nommés tantôt, pour aider les entreprises à structurer leurs projets et être capable de voir c'est quoi la prochaine étape à faire, c'est qui la prochaine personne à contacter, comment est-ce qu'on fait pour trouver de l'argent, de l'aide, etc., pour être capable d'avoir plus d'innovation ici en Gaspésie là, pour le bénéfice de tous. Télévague a rencontré la sympathique Marie-Claude Ricard, une membre très impliquée dans le loco-local à Bonaventure. Elle nous présente les différents avantages de fréquenter l'endroit. Marie-Claude, peux-tu nous expliquer c'est quoi l'initiative du loco-local? Bien, le loco-local, c'est le lieu de Horizon Gaspésien. L'organisme, bien, la coopérative Horizon Gaspésien, gère un lieu ou permet un lieu ouvert à tous et à toutes. C'est un lieu qui est organisé en horizontal, fait que c'est de l'autonomie, dans le fond. Le lieu, c'est un beau grand local qui nous permet, avec un petit coin salon, un petit coin cuisine, un petit bureau, qui permet à tout membre, fait qu'on devient membre de Horizon Gaspésien. Et puis, quand on est membre, ben on peut louer le local pour n'importe quoi, comme là pour la banque de semences, on veut faire des jeux, on veut faire de la méditation, on veut faire n'importe quoi. Il faut que ça rentre dans les valeurs du loco-local, les valeurs qui sont le partage, le respect, l'ouverture. C'est tout écrit sur le Horizon Gaspésien. Et puis, on peut louer le local à des prix quand même relativement très abordables pour pouvoir faire nos activités avec les gens. C'est très autonome. On a des savons aussi, on offre des savons, des produits. Donc, dans le fond, le Horizon Gaspésien permet d'avoir des cercles autonomes d'organisation. Dans ces cercles autonomes-là, il y a le groupe d'achat. Donc, c'est un groupe de bénévoles qui décident ensemble, on va acheter des achats, on va faire des achats en gros de nourriture. Donc, des grosses poches. Puis moi, je vais avoir 2 kilos de farine, de sarrasin. Bien, quelqu'un d'autre veut 2 kilos de farine de sarrasin. Fait que tout le monde ensemble, on s'achète une poche de 25 kilos qui revient bien moins cher. Puis l'activité, le jour de partage, qui est souvent un dimanche, c'est une fête en même temps, puis on repart avec la bouffe pour 6 mois à la maison. Donc, il y a le groupe d'achat qui est un cercle. Il y a les savons aussi, les produits ménagers biologiques, locaux. En gros, on amène nous-mêmes nos savons et on les achète, on les pèse. On fait ça de manière autonome, tout le monde. Mais les jeux de société, c'est un cercle aussi. Fait que c'est des gens qui ont décidé de « Hey, ça me tente de... Nous, on a des jeux, on veut jouer avec d'autres mondes. Donc, on loue le local, on fait de la publicité,
Puis les gens, ils viennent et puis ils payent un petit montant, le montant qu'ils sont capables, puis avec ça, on paye le local. Et puis, on est plein de monde à jouer à plein de jeux différents. Ça brise l'isolation. Il y a des multi-générations à l'intérieur. C'est vraiment plaisant. Il y a la Ruche d'or, qui est une activité aussi qui est organisée et gérée par le Horizon Gaspésien. Les soirées de slam aussi, les formations de slam. Dans les activités, là, si vous regardez les activités qui se passent, il y a plein de choses. Il y a de la méditation, il y a du tai chi, il y a de la boxe, il y a des ateliers de danse traditionnelle. Il y a plein de choses qui se font dans le local. Et puis, le local, Horizon Gaspésien, cette année, a été coupé dans ses budgets, n'a plus d'employés. Mais le côté positif, c'est que ça augmente la responsabilité de chacun qui vient au local. Quand on repart d'ici, on laisse le local plus propre que quand on est arrivé. Donc, on pense à l'autre, à la personne qui suit. On est rendu dans une société tellement individualiste que Horizon Gaspésien offre le contraire. Offre d'être ensemble, de penser à l'autre, de s'organiser ensemble. Hey, on a une belle table de ping-pong. Donc, à un moment donné, on arrive, puis on vient manger sur l'heure du midi, il n'y a personne. Il y a quelqu'un d'autre qui vient luncher pour le fun, parce qu'on est membre, on a le code de la porte, on peut rentrer, on respecte les autres. S'il y a d'autres mondes, il n'y a personne. OK, on ouvre la table de ping-pong, on se fait un petit 15 minutes, puis on retourne à la job après. Tu sais, c'est un environnement. Fait qu'il y a plein d'activités. Si vous êtes intéressé à louer la place, avec plaisir. Horizon Gaspésien a besoin que la place soit louée tout le temps pour être capable, vu qu'on n'a plus de financement extérieur, d'être capable de continuer à payer le loyer, l'électricité, Internet. Il y a même un ordinateur, vous venez pitonner sur quelques affaires à un moment donné, qui est disponible à tout le monde. Mais tout dans le respect, dans l'ouverture et dans le faire attention à l'autre, aux choses, parce que ça appartient à tout le monde. Les cuisines collectives, vous pouvez louer les cuisines si vous voulez. Vous êtes un groupe de personnes, en automne, vous avez plein de tomates, vous décidez, ensemble, on se fait la sauce tomate. La cuisine est là, il y a plein d'outils, il y a des gros chaudrons, il y a tout ce qu'il faut pour être capable, ensemble, de cuisiner. Sur le site Horizon Gaspésien, site web, sur le Facebook du local, vous regardez toutes les activités qui se font. Puis quand vous devenez membre, vous pouvez aussi avoir accès au calendrier, parce que c'est un calendrier autogéré. Fait que vous voulez, en tant que membre, vous voulez louer le local, bien vous allez sur le local, vous voyez toutes les réservations, puis là, il y a un trou, puis on respecte aux autres. Fait que je fais ma réservation. Par contre, si ça ne marche pas mon affaire, s'il faut que j'élimine, bien là, j'élimine le plus vite possible pour laisser la possibilité de quelqu'un d'autre de s'inscrire. Parce que le local, il vit, il est là, il est présent, parce qu'il y a des gens qui l'utilisent, parce qu'il est vivant. Okay. Mais je connais plein de places là, à New Richmond, ailleurs. Tout le monde rêve d'avoir un local comme le nôtre. Okay. Tout le monde rêve. Fait que c'est le moment de utiliser le plus possible. La directrice générale à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles à Gaspésie, Nathalie Drapeau, nous parle de recyclage, domaine où il y a encore de la place à l'amélioration. Avez-vous remarqué une diminution au centre de tri de la part des contenants de boissons depuis l'élargissement de la consigne? Non, pas vraiment. En fait, on reçoit même, je dirais, les mêmes volumes là, qu'on recevait par les années précédentes. Ce qu'on constate, nous, on a quand même fait un genre d'inventaire ou de questionnaire auprès des sites potentiels d'accueil là, de contenants consignés. C'est difficile pour les détaillants d'embarquer là-dedans parce que à cause de l'espace, c'est quand même beaucoup pour eux autres d'engagement ou de manipulation. Ils doivent de gestion, ça monopolise une partie de leur espace qu'ils n'ont pas beaucoup. Ils sont pas faits pour ça. Ils sont pas construits pour ça. Je parlais avec un épicier la semaine dernière, puis il disait non, moi j'ai zéro intérêt à accueillir les contenants consignés. En été aussi, ça devient d'autant plus contraignant, là, avec, bon... C'est le double de population. Ben c'est ça, puis les mouches, puis les odeurs, en tout cas, etc. Alors là, ce qu'il faut, c'est que la QRCB, développe ou déploie les différents lieux d'accueil de ces kiosques-là, donc... De points de retour. De points de retour, exactement. Là, c'est pas tout à fait présent. Alors, les citoyens, puis... Quelque part, moi, on est quand même heureux de ça. C'est-à-dire que les citoyens n'ont pas perdu le bon geste de au moins les déposer dans le bac bleu.
Si on se déplaçait un peu du côté de vos sites de compostage, là, recevez-vous encore des contaminants dans le compost? Oui, le site de compostage, c'est-à-dire, oui, on reçoit encore des contaminants. C'est pas une énorme quantité, mais ça vient souvent des mêmes sources. Puis ce sont souvent les mêmes catégories de contaminants. Des bouteilles de plastique, ça, on comprend jamais. S'il y a quelque chose qui n'est pas compostable, c'est ça. Du verre, un peu moins. Ça tant mieux parce qu'on ne veut pas non plus contaminer notre compost parce que nous, on vend 100% du compost qui est généré ici sur le territoire. Là. Puis, alors, on a quand même une belle qualité de compost qui respecte les directives, parce qu'on a une grille à respecter, donc les directives du ministère. Mais les contaminants, c'est qu'à chaque fois, il faut que nos opérateurs retirent ces contaminants-là à la main. Beaucoup de... Puis c'est drôle parce que des fois, c'est drôle, c'est pas drôle, là, c'est un peu triste même, mais ça peut être parfois quelques adresses, mais ce sont des sacs complets de contaminants. Donc, comme si des citoyens avaient dit, gars, moi, je choisis un bac, n'importe lequel, puis je mets mon sac dedans, tu sais. Alors, à ce moment-là, ces contaminants-là, il faut tous les retirer à la main. Alors, on demande tout le temps, nous autres, c'est pas compliqué, hein, le bac brun, c'est tout ce qui est organique. Alors, pas de plastique, pas de verre, pas de métal. Une fois que tu as compris ça, en général, tu te trompes pas tu mets la bonne matière dans le bac brun. T'sais, donc, nous autres, c'est ce qu'on demande. Parce que là, la saison débute, alors on veut s'assurer qu'on va, encore une fois, là, faire une belle production de compost puis répondre aux demandes puis aux attentes des citoyens. Vous avez mentionné là, qu'on peut aller l'acheter. Comment ça fonctionne? Oui, nous, au site de compostage, les gens peuvent venir, là, c'est du lundi au vendredi, les gens viennent, ils arrivent avec soit leur trailer, soit des bacs, des fois ils peuvent avoir des sacs, donc puis on vend au volume, donc c'est ça. Puis c'est pas très cher, on le vend parce que, pour deux raisons, c'est ça envoie un message que c'est une matière qui a une qualité. Alors, on l'a produit, on a pris du temps pour produire ce compost-là. Il y a une valeur. C'est vraiment un produit qui a une valeur. Deuxième point important, c'est que nous, ça nous permet de récupérer les taxes. Et si on récupère les taxes auprès du gouvernement, ça veut dire que ça nous permet de réduire notre dépense nette, comme on dit. Ça nous fait un petit peu plus de revenus. Et ça, ça permet de réduire un peu la facture de taxes annuelles auprès des citoyens. Ça prend combien de temps faire du compost? Ça prend certainement minimum 8 mois. Ça dépend de la période. Ça dépend de la période à laquelle on reçoit la matière, puis ça dépend comment on la traite. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la matière qui va transiter sur notre air aéré, un endroit où on a des tuyaux, puis on pousse de l'air, surtout les résidus marins qu'on va déposer dans cette portion-là pour accélérer la transformation de la matière puis éviter qu'il y ait des épisodes d'odeur. Sinon, on fait le pré-tri toujours des matières, puis après ça, on envoie ça sur la plateforme de travail du compost et de maturation. Fait que ça peut prendre entre 8 et 12 mois pour avoir un compost qui est complètement mature. Il y a des sacs en plastique, c'est marqué compostable de ces boîtes. Ça peut aller au bac brun? Ça, c'est problématique. Parce que les sacs compostables ne sont pas... Ça prend beaucoup de temps à composter. Alors, quand ça arrive au site, là, ça s'effiloche, ça revole au vent, là, ça se promène au vent. Puis finalement, on passe notre temps à faire du ménage sur le site pour ramasser ces sacs-là. Alors, le niveau de compostabilité est trop long. Donc, pour être capable de suivre la cadence de transformation du compost en soi. Nous, sur notre territoire, on autorise les sacs compostables plastifiés là, juste pour les commerçants. Donc, les restaurants, par exemple, épiceries, parce qu'ils génèrent des gros volumes. Et quand ces sacs-là arrivent via un voyage spécifique là, qu'on réalise auprès des commerçants, alors là, c'est facile pour nous parce que là, on retire ces sacs-là, on les met de côté. On peut même les regrouper pour les composter dans une pile spécifique. Mais quand monsieur, madame, tout le monde achète les petits sacs là, chez soit en quincaillerie ou dans les magasins grande surface, là, puis ils mettent ça dans leur petit bac de comptoir, pour nous, là, c'est très nuisible, ça. Puis en plus, il y en a beaucoup, tu sais, ce qu'ils font, ils les attachent. Puis, alors, il ne faut pas... idéalement, il faut utiliser des sacs papier ou juste mettre un papier journal.
ça fait le travail, là, ça fait vraiment le travail. Il ne faut pas trop se casser la tête non plus. Il faut que ça demeure pas trop compliqué, puis que ça soit, au final, qu'on détourne cette quantité-là qui est importante du site d'enfouissement. Ceci conclut notre édition d'HebdoCAD du 25 mai. Merci beaucoup pour votre écoute et on se donne rendez-vous au début de notre prochaine saison. Passez une bonne semaine!